relativement cohérent, mais qui a connu des sauts qualitatifs, je dirais, et on est en train de vivre un de ces sauts qualitatifs. Pour faire extrêmement simple, on va dire qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la valeur qui monte, c'est la démocratie. C'est la démocratie représentative ou pas représentative, mais c'est la démocratie. En quelques années, le nombre de démocraties qui existent à la surface de la planète, ou qui se déclarent comme telles, entendons-nous, démocratie populaire, démocratie bourgeoise, démocratie parlementaire, est multiplié par 10 ou par 12. C'est extrêmement impressionnant. Et ça va faire norme, on va dire, même à travers la guerre froide. Et dans les années 90, il y a un espèce de grand printemps, une grande aspiration à la démocratie et aux libertés. Il y a un certain nombre de dictatures qui tombent dans le monde. Et on peut penser qu'on amorce une phase nouvelle des rapports internationaux basés sur les déclarations universelles des droits de l'homme et donc sur la démocratie et le primat des libertés. Les libertés font primat. Si ce n'est que le 11 septembre 2001, il y a les attentats terroristes du World Trade qui vont provoquer un enchaînement qui inverse complètement le processus. Ce qui va devenir central pour les États, c'est la lutte antiterroriste. Et au nom de la lutte antiterroriste, on va voir sur une très grande échelle et au vu et au su de l'ensemble des peuples de la planète, des États qui s'affranchissent du droit, qui vont piétiner les libertés les plus élémentaires. On va voir des chefs d'État justifier, ou presque chefs d'État, justifier la torture. Et on va voir notamment avec le Patriot Act l'inversion du paradigme des libertés. C'est-à-dire ce qui devient premier, c'est la sécurité. Ça n'est plus la liberté. Et dans ce cadre-là, tout est permis. C'est-à-dire que la détention devient illimitée sans qu'il y ait de décision de justice, c'est Guantanamo. Le policier prend le pas sur le judiciaire. On invente des prisons externalisées à son territoire national. Il y a quand même des innovations d'une grande sauvagerie par rapport au droit international. Et cet abandon de ces valeurs fondamentales affaiblit le concept même de démocratie et l'importance des libertés dans cette démocratie. Et en gros, ça renforce considérablement une idée qui est déjà installée dans le débat international, selon laquelle les libertés de la démocratie ne seraient en aucune façon une valeur universelle, et à partir de là, ouvre la porte à un relativisme culturel et va renforcer un grand nombre de dictatures. La France participe totalement à ce processus d'inversion sécuritaire, et c'est un processus qui fait rupture avec ce qu'elle a connu avant. On a en France des lois liberticides, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce que malgré l'existence de ces lois, il y a toujours des libertés. Mais on a des lois liberticides depuis le milieu des années 70. Ce sont essentiellement des lois qui se sont portées sur le statut des étrangers, des migrants, des sans-papiers. Et depuis, on a eu un processus très lent de grignotement des libertés civiles. Pour ceux qui ont un peu la mémoire, l'épisode Edwige, par exemple, fait partie de ce processus avec des tentatives d'accélération, puis des moments de frein. Mais ce qui se passe avec l'antiterrorisme est d'une toute autre nature. Là, il y a un emballement, quantitatif et qualitatif. Quantitatif, on entre dans un attentat, une loi. Et donc, on nourrit l'opinion publique du fait que les solutions qu'on peut apporter au terrorisme, au terreau dont se nourrit le terrorisme, à tout ce qui fait désordre
social, parce que le terrorisme est quelque part une expression exacerbée du désordre social, qu'on pourrait y répondre par la répression, par le sécuritaire et en limitant les libertés. C'est-à-dire que l'équation qu'on construit dans l'esprit du public, c'est que les libertés sont responsables du terrorisme, de sa capacité d'agir, de tout ce qui va mal. Et à partir de là, se construit une dynamique très, très paranoïaque. Par exemple, la justice va adopter l'idée de dangerosité. Alors, elle ne va pas l'adopter pour les terroristes, elle va l'adopter pour les gens qui ont tué leur femme ou bref, le droit commun. Mais la question de la dangerosité devient un outil banal pour la justice. C'est-à-dire qu'on n'est plus jugé pour ce qu'on a fait ou pour ce dont on a été complice. On est aussi jugé en fonction de la capacité supposée qu'on a de recommencer ou de succomber à la tentation d'être à nouveau complice, quelque chose. Et évidemment, c'est un pas extrêmement important. De la même manière, on va développer des pratiques de rejet des étrangers à très, très grande échelle, y compris avec des conflits au sein du gouvernement. Hein, quel que soit le gouvernement, d'ailleurs, cette affaire ne fait jamais totalement consensus au sein des équipes dirigeantes, mais ce sont toujours les plus méchants qui gagnent, toujours. Et corrélativement, on va commencer à voir la question de l'identité nationale agitée dans le débat politique et relativiser les droits de l'homme comme valeur fondamentale. Le processus que je dépeins là, il traverse plusieurs gouvernements. Hein. Il est extrêmement ancré dans la logique politique de l'exécutif, de l'État, même quand cet exécutif change en fait de majorité politique. La dernière illustration drôle, d'une certaine façon, sur la relativisation des droits fondamentaux et donc des libertés, hein, c'est bien de cela qu'on parle, vous pouvez le trouver sur Facebook, c'est l'audition de Jacques Toubon, alors qu'il est défenseur des droits face au groupe parlementaire de La République En Marche, où il défend l'idée qu'il ne faut pas sacrifier les droits sur l'autel de la lutte antiterroriste. Et donc, il y a une députée qui lui dit, mais enfin, monsieur le défenseur des droits, quand même, est-ce que vous exagérez pas un peu en défendant des droits fondamentaux qui doivent quand même être relativisés par rapport à la gravité de la situation? Et donc, la réponse claque comme un coup de fouet. Il dit, mais madame, les droits fondamentaux, on ne les relativise pas, ce sont des droits fondamentaux. Ça, c'est le débat qui traverse la scène internationale et française depuis une trentaine d'années. Il y a les partisans de la relativisation des droits fondamentaux et donc des libertés, et il y a les autres. Et les autres, malheureusement, sont beaucoup plus nombreux et influents, ce qui fait qu'on n'est plus dans la continuité de lois qui grignoteraient les libertés, on est dans la construction nouvelle d'un apparatus juridique, policier, politique, qui incrimine d'emblée la liberté comme responsable des maux de la société. Ça, c'est les dérives de la lutte antiterroriste, et évidemment, ça participe et ça alimente la crise de la démocratie, avec la perte de confiance sur laquelle je ne développe pas, la crise sociale, les phénomènes de paupérisation, et le terreau extrêmement fertile sur lequel surgissent des peurs, des colères, et sur lequel prospèrent des démagogues et des discours d'affirmation identitaire. Souvenons-nous bien que le slogan de Donald Trump, c'est « America First ». C'est la synthèse à la fois d'une arrogance nationaliste, d'une affirmation xénophobe et d'un grand désordre international. Donc, tout cela renforce de manière assez inimaginable que finalement, la seule loi qui vaille et la seule liberté qui vaille, c'est la loi et la liberté du plus fort. Et évidemment,
ce n'est pas du tout une bonne nouvelle pour tous les autres. Donc, avec comment se passe ce grignotage des libertés en France? Restons en France cette fois-ci. En gros, les ingrédients sont très simples et la recette est connue. Il y a un effacement du législatif au profit de l'exécutif. Ça, c'est absolument permanent. Ça passe par des tas de, de- de textes, de réglementations, de nouvelles façons d'organiser le travail de l'Assemblée nationale, d'assurer la prééminence dans la définition de l'ordre du jour de l'exécutif sur le législatif. Et en plus, ça s'accentue terriblement avec ce qu'il est convenu d'appeler la Macronie, parce que le législatif de la Macronie, c'est un législatif qui est extrêmement faible à deux égards. D'abord, il a très peu de base territoriale et sociale, et ensuite, il est très inexpérimenté à l'Assemblée nationale, donc extrêmement manipulable par l'exécutif. Il y a un effacement du judiciaire. Alors, en France, le judiciaire n'a jamais été un contre-pouvoir très puissant, hein, on le sait, c'est d'ailleurs l'objet de critiques permanentes de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est quand même un contre-pouvoir. Or, il est de plus en plus réduit au profit soit de l'administration tout court, soit de l'administration policière, dans les textes et dans la vie. Le dernier épisode, d'ailleurs, en date du résultat de ce processus, qui est un processus très concret, hein, c'est-à-dire les commissaires de police ont aujourd'hui beaucoup plus de prérogatives et de droits qu'ils n'en avaient il y a une quinzaine d'années. Ils peuvent pratiquement tutoyer le juge au niveau de leurs prérogatives. Donc le dernier épisode, eh ben, on a vu des policiers manifester soit avec leurs armes, soit mais en bloquant une chaîne de télévision, parce que le président de la République, c'est-à-dire leur supérieur hiérarchique le plus éminent, avait tenu des propos à leur encontre qui étaient des propos qui leur déplaisaient. Il s'agissait des violences policières. Le seul fait que le président ait utilisé ces deux termes de violence policière a amené la police à avoir un comportement qui était un comportement factieux, de fait. C'est pas... Et là encore, pour les libertés, c'est un peu inquiétant. Enfin, il y a un recours de plus en plus fréquent aux articles de la Constitution qui permettent de faire l'économie du débat. Et il y a, et ça aussi s'est accentué avec Emmanuel Macron, un déni du rôle que peuvent jouer les corps intermédiaires. Et l'ensemble de tout ça verticalise littéralement chaque crise. C'est-à-dire que chaque crise qui surgit aujourd'hui est gérée pratiquement en direct par le président de la République, qui se dote de comités ad hoc, à la fois par confort personnel, et aussi parce que ça correspond à une vision qu'il a de la déstructuration ou de la restructuration, c'est comme on veut, de l'appareil d'État républicain, qui met en jeu l'expertise, la légitimité, voilà. Je ne vais pas développer ça, mais c'est extrêmement important au regard des libertés. Tous ces éléments libèrent de la place pour l'arbitraire, et non seulement les gens le vivent, mais de surcroît, ils le sentent. D'où une réactivité extrêmement forte, avec des manifestations sur le climat. Les gens ne manifestent pas contre le climat, ils manifestent parce qu'ils considèrent que le gouvernement ne fait rien sur le climat. D'où les manifestations sur les retraites, avec la densité qu'elles avaient, évidemment le mouvement des Gilets jaunes, le doute autour des campagnes de vaccination et surtout de la logistique de la vaccination. Tout ça, c'est les enfants directs, je dirais, de l'accélération de la crise de la démocratie et du déni du débat libre. Alors, paradoxalement, ça s'opère avec un pouvoir politique qui est un pouvoir extrêmement fragile, voire déliquescent. Ça renvoie à ce que je disais sur les manifestations de policiers. Pourquoi fragile et voire déliquescent? D'abord parce qu'il n'a pas de base solide. Il n'a pas de base solide dans le pays. On va dire qu'il s'appuie sur des réseaux relativement élitistes. Ensuite, parce que ça crée une dynamique de concentration des pouvoirs et
et de concentration du mécontentement sur le pouvoir, c'est-à-dire que l'effacement des corps intermédiaires, le rôle de tampon, de construction d'un compromis social n'étant plus à portée de main, le choc devient frontal. Et donc, ça implique soit de céder à la rue, entre guillemets, soit de déployer une répression sur une très grande échelle. Alors, l'une n'est pas exclusive de l'autre, mais le choix du gouvernement, et c'est un choix stratégique, pensé, mûri, c'est le déploiement de la répression. Avec une nouvelle doctrine, on abandonne la doctrine du préfet Grimaud, à savoir on fait tout pour qu'il n'y ait pas de contact entre les forces de l'ordre et les manifestants, mais au contraire, on va au contact, on cherche le contact, avec cette nouvelle doctrine touchant à la fois les manifestations et la sécurité de l'État. Je dirais qu'on passe d'une conception de l'ordre public à la sécurité de l'État à tout prix, avec y compris des facteurs de privatisation de cette sécurité de l'État. Une militarisation de la police, ça je glisse assez rapidement parce que la militarisation se fait à travers l'armement. Vous avez tous entendu parler des LBD, des grenades TNT, ce genre de choses, des voltigeurs qu'on réanime. Hein. Et puis, une utilisation au chapitre de la militarisation, une mise en situation de la police de conflit territorial. C'est-à-dire qu'on amène, ça commence très fort avec les BAC et ça continue, on amène la police, certains corps de policiers, à considérer que dans certains territoires, ils sont entourés d'ennemis. À partir de là, ça génère des dynamiques de paranoïa extrêmement agressives. Hein, et ces processus-là qui ont pris naissance essentiellement dans ce qu'on appelle les quartiers, c'est-à-dire qui visaient à faire régner l'ordre vis-à-vis de populations qui étaient des populations considérées comme toujours colonisées, vont ensuite s'étendre aux mouvements sociaux. C'est-à-dire qu'on peut dire que les violences qu'on a vues se déployer par la police contre les manifestants, climat, retraite, gilets jaunes, elles ont pris corps, elles se sont exercées, elles se sont épanouies, si je puis utiliser ce terme, dans les quartiers populaires les plus défavorisés. Et on sait ce que ça veut dire du point de vue social, on sait aussi ce que ça veut dire du point de vue ethnique. Donc, cette violence-là, ces derniers temps, a beaucoup cristallisé le débat. Elle a beaucoup cristallisé le débat parce que avant, la police était en ligne de mire, si j'ose dire, à partir d'actes invisibles, essentiellement les contrôles policiers. Le contrôle policier a cette caractéristique que s'il ne laisse pas des traces lourdes, du genre un mort ou un blessé grave, il ne laisse pas de traces du tout. Après tout, la police peut très bien dire qu'elle n'a pas contrôlé monsieur machin ou madame untel. Il n'y a pas de preuve. Il y a pas... Et évidemment, ça donne les contrôles aux faciès et ça a donné toute une campagne extrêmement longue et extrêmement puissante autour de cette idée. Mais ça se cristallise aussi par le fait que la police va banaliser les outrages et rébellions, c'est-à-dire que si vous oubliez de dire merci une fois qu'un policier vous a un peu brutalisé, c'est de l'outrage. Si en plus vous dites « j'ai oublié, je m'excuse », là c'est de la rébellion. Et ça fait évidemment beaucoup de dégâts du point de vue de ce que peut être la justice ou l'injustice ou la liberté des individus à qui ça arrive. Et dernier élément en date, enfin pas dernier élément en date, mais dernier élément de la panoplie de l'alourdissement du poids de la police sur la population, c'est évidemment la judiciarisation du maintien de l'ordre. Alors, pas de malentendu, que le maintien de l'ordre relève de la justice est une bonne chose. Il devrait en relever beaucoup plus. Mais ce qu'on appelle la judiciarisation du maintien de l'ordre, c'est tout à fait autre chose. C'est l'instrumentalisation de la justice
pour des fins de police. C'est par exemple la généralisation des interpellations préventives avant une manifestation. On arrête 500 personnes, on les retient quelques heures, on en libère 480. Pas de suite, mais elles n'auront pas pu aller manifester. Et puis, elles n'auront peut-être pas très envie d'aller manifester la prochaine fois, parce que si aller manifester, c'est-à-dire exercer un droit parfaitement constitutionnel, enfin, constitutionnel non, mais un droit parfaitement légitime et légal, c'est prendre le risque de passer 5-6 heures dans un commissariat qui sent l'urine et où on se fait insulter, c'est évidemment pas forcément très plaisant. Pour donner une pleine mesure de la gravité de cette affaire, lorsque la police a inauguré ces interpellations préventives, il y a évidemment eu plainte, puisqu'elles étaient totalement illégales. La plainte est remontée devant le Conseil constitutionnel, qui est garant de nos libertés à tous, et lequel Conseil constitutionnel a dit oui, c'est vrai, c'est parfaitement illégal, c'est pas tout à fait normal, parce qu'au vu de la gravité de la situation, nous allons les légaliser. Alors, ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui légalise, mais il a fortement conseillé à l'exécutif, au législatif, de légaliser la pratique, ce qui est un peu inquiétant. Bon, je passe sur les agressions physiques contre les journalistes. Pour en arriver, parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais je sais que je suis bavard, pour en arriver 20 à minutes, là, l'élément… Pierre. Mais vas-y, Pardon? ça fait 20 minutes, mais finis ta D'accord. démonstration. Vas-y, OK. vas-y. Pour en arriver à l'actualité, c'est-à-dire la proposition dans le droit fil des violences et de la dénonciation des violences policières par le gouvernement de 2 lois qui sont extrêmement complémentaires l'une de l'autre. La première, c'est une loi portant sur la sécurité globale, et la seconde, c'est une loi sur les principes républicains. Elle s'est appelée avant loi sur le séparatisme, et c'était un nom beaucoup plus intéressant. Je ne vais pas faire très long. En gros, la loi sur la sécurité globale, c'est vraiment une loi sur la sécurité globale. C'est-à-dire, c'est une loi qui met en place un continuum de sécurité en élargissant le cercle des acteurs qui peuvent conjointement assurer cette sécurité, ce qui concrètement veut dire qu'on va faire appel à des agents privés, à des entreprises privées de sécurité pour prêter la main aux polices municipales et à la police nationale. Et c'est un texte qui prévoit une sécurité globale, surtout pour les forces de sécurité. C'est-à-dire qu'évidemment, la mesure iconique, emblématique, c'est l'interdiction de filmer les policiers dans l'exercice de leur travail. Alors certes, ce n'est pas en fait une interdiction de filmer, c'est une interdiction de filmer et de diffuser en même temps. Mais comme on ne peut pas savoir pendant qu'on est filmé si ça diffuse en même temps ou pas, eh bien, ça revient purement et simplement à l'interdiction de filmer les forces de l'ordre pendant qu'elles sont en train de faire leur travail. C'est très intéressant venant de la part d'un gouvernement qui nous a toujours expliqué que la meilleure sécurité qu'il y avait pour la police et pour les citoyens, c'était les caméras piétons. Mais on reviendra sur cette question, si vous voulez, qui est une question un peu compliquée. Disons qu'au-delà de cette mesure, la loi sur la sécurité globale prévoit aussi, et ça, ce n'est pas un détail du tout, c'est la revanche d'Edwige, de décisions qui facilitent le fichage des opinions politiques, des opinions religieuses, des opinions et des engagements syndicaux, des comportements et des habitudes de vie. Alors, les habitudes de vie, ça vise à peu près tout le monde. Je veux dire, tout le monde a des habitudes de vie, donc c'est très large, évidemment. Et elle est surtout accompagnée d'un autre projet de loi qui est celui confortant le respect des principes de la République. Alors, cette dernière loi, initialement dite contre le séparatisme, vise essentiellement à limiter l'islam, le poids de l'islam, la visibilité de l'islam en France, et ça nous pose quelques problèmes.
La bonne nouvelle avec ces deux lois, je dirais, c'est que, et là je reviens sur la loi de sécurité globale, c'est que son caractère global et son caractère un peu ubuesque, enfin l'interdiction de filmer dans une société où tout le monde filme tout le monde, hélas, ça ne pouvait pas passer. Disons que ça a largement suscité une opposition assez inattendue, d'ailleurs, très unitaire, qui se manifeste depuis plusieurs mois, ce que je dis avec plaisir, parce que la Ligue des droits de l'homme y a joué un rôle non négligeable dans cette affaire. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il est possible d'envisager de gagner un certain nombre de choses importantes sur cette loi. La mauvaise nouvelle, c'est que cette même mobilisation de l'opinion publique, des organisations, d'une partie non négligeable de la société civile et des églises contre la loi de sécurité globale ne se retrouve qu'à peine, et même qu'à grand-peine, je dirais, sur la question qui porte sur les principes républicains. C'est une mauvaise nouvelle parce que, en gros, ça signifie qu'on n'a pas réussi à convaincre l'opinion publique que quand on attaquait les libertés des musulmans, on attaquait les libertés de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore gagné cette bataille qui consiste à convaincre chacune et chacun que les libertés sont indivisibles. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas simplement une formule. Et si nous gagnons sur la loi sur la sécurité globale, mais que nous venons à perdre sur les principes républicains, nous aurons aussi perdu sur la sécurité globale parce que ce que nous aurons fait ressortir par la porte rentrera évidemment par toutes les fenêtres de la maison. Alors, cette loi sur les principes républicains, je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros, elle sert à des choses très simples. La première, elle nomme un ennemi intérieur. Et je pense que l'exécutif a besoin de nommer un ennemi intérieur. En grande partie parce qu'il est constitué de gens qui y croient. Ils sont fermement persuadés qu'il y a bien un ennemi intérieur et qu'il faut l'annihiler. Et en grande partie parce qu'on va vers une élection présidentielle et que pour préparer une élection présidentielle, il n'y a rien de tel qu'avoir un ennemi intérieur. Tout le monde sait ça, c'est élémentaire. La deuxième fonction de cette loi, c'est qu'elle organise un tout contre à l'extrême droite. Vous savez, je suis contre, je suis tout contre. Et l'illustration de ce tout contre l'extrême droite, qui a évidemment saisi ce projet de loi pour y enfourner tous ses fantasmes sur le voile, l'excision, la polygamie, j'en passe et des meilleurs. L'illustration de ce tout contre, c'est le débat sur France 2 entre Darmanin, majorité présidentielle, et Marine Le Pen. Marine Le Pen, Darmanin disant c'est un projet de loi très très dur, et Marine Le Pen disant non, c'est un projet de loi totalement mou. Donc c'est un projet de loi qui réarme la surenchère de l'extrême droite, mais qui inscrit la majorité présidentielle sur le même terrain à 100% que l'extrême droite. Et au-delà, parce que hélas, il y a un au-delà, c'est aussi un projet de loi qui, parce qu'il touche aux lois de 1901, aux lois de 1905 sur la laïcité, c'est un projet de loi qui risque de modifier très profondément la nature de la République, très profondément. D'abord parce que son approche est totalement sécuritaire et répressive. Totalement. On n'est plus du tout dans le discours de, je crois que c'était Meaux, où Macron disait le en même temps, il faut faire du social, il faut faire du répressif. Là, il n'y a que du répressif. Ensuite, parce que ça prévoit de nouveaux délits pénaux, des contrôles totalement généralisés. Et enfin, parce qu'on est dans l'inversion du paradigme liberté-sécuritaire, c'est-à-dire qu'au moins sur deux terrains qui sont extrêmement importants, l'un symboliquement, l'autre très, 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 très concrètement, l'exécutif prend la main sur la liberté. Le premier, on en parle beaucoup ces derniers temps, c'est l'enseignement à domicile, puisque vous savez qu'en France, l'instruction est obligatoire, l'éducation est obligatoire, mais l'instruction n'a pas forcément à être publique, elle peut être faite à domicile, et évidemment, ça concerne un certain nombre de communautés religieuses.
Et jusqu'à présent, en France, la liberté primait. C'est-à-dire que les gens qui voulaient éduquer leur enfant chez eux avaient le droit de le faire, à condition de se soumettre à un certain nombre de contrôles administratifs qui avaient pour fonction de défendre les intérêts des enfants, c'est-à-dire veiller à ce qu'ils soient effectivement éduqués normalement et sainement en fonction des programmes, voilà. Qu'on ne leur apprenne pas que la Terre est plate, en gros. Si la loi passe, ce sera le contraire. C'est-à-dire qu'il faudra demander l'autorisation à l'administration de pouvoir éduquer ses enfants chez soi. Donc, c'est le gouvernement qui va décider de ce qu'on fait de ses enfants ou de pas ses enfants. Alors, dans notre tradition qu'on doit partager, nous tous, laïcs, vive l'école gratuite, publique et obligatoire, ce n'est pas dramatique en soi, d'autant que ça touche à peine 50 000 enfants. Mais sur le principe, c'est extrêmement grave et c'est le même principe qui va être appliqué vis-à-vis de l'ensemble du mouvement associatif à travers quelque chose qui est extrêmement étrange, qui est un contrat républicain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un cadre extrêmement libéral, les associations se constituent, se déclarent et développent leur activité. Et en fonction de cette activité, en fonction du fait qu'elles touchent ou ne touchent pas des subventions publiques, elles sont soumises à un certain nombre de contrôles qui sont des contrôles parfaitement légitimes, qui peuvent être des contrôles de police, qui peuvent être des contrôles financiers. Voilà, les associations ne font pas ce qu'elles veulent comme elles veulent, en tout cas pas les déclarer. Là, il est tout à fait… en fait, on va vers un système qui serait un système anglican. C'est-à-dire que le gouvernement soumettra les associations à un certain nombre de conditions visant à les engager, à ce qu'elles s'engagent à sauvegarder l'ordre public. Et la signature de cet engagement conditionnera les subventions qu'elles toucheront ou qu'elles ne toucheront pas. Or, en France, le mouvement associatif, il est subventionné à 98%. Je ne sais pas si c'est le cas en ce qui vous concerne, mais la plupart des associations touchent des subventions de différents niveaux territoriaux, voire de Matignon. C'est notre cas, par exemple. Et c'est grâce à ça qu'on peut travailler, exister et se montrer critique. Donc, là encore, il y a une véritable inversion qui est une prise en main, littéralement, à la fois parce que ça va impressionner beaucoup de gens. Hein. Toutes les associations ne sont pas la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International ou les Watch. Donc, ça va faire peur. Voilà, ça, c'est le premier objectif. Et puis, ça va permettre d'être beaucoup plus facilement répressif. Beaucoup plus facilement, parce que la sauvegarde de l'ordre républicain, c'est très vague. C'est très, très vague. Alors, c'est le moment de poser la question dont un grand révolutionnaire russe avait fait le titre d'un ouvrage qui a marqué l'histoire. Que faire? Alors, je n'ai pas de réponse à que faire. J'ai 2-3 réflexions et elles seront très brèves, hélas. Je pense que pour répondre à cette question, il faut distinguer ce qu'on sait faire, ce qu'on ne fait pas assez et ce qui ne se fait pas. Ce qu'on sait faire, et là-dessus je serai très très bref, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire on sait analyser, on sait dénoncer, on sait mobiliser, on arrive même parfois à faire converger les mouvements de mobilisation. C'est le cas notamment avec la loi sur la sécurité globale, où il y a vraiment une dynamique de convergence qui fait plaisir à voir, qui fait chaud au cœur, et qui a de très très beaux rendez-vous de mobilisation devant elle. Ce qu'on ne fait pas assez, et on ne le fait pas assez dans la dynamique du succès que je viens d'évoquer, ce qu'on ne fait pas assez, c'est rappeler que les enjeux de liberté, que les enjeux du sécuritaire renvoient à un ordre dur au service d'un ordre injuste. C'est-à-dire que, quelque part, les gens qui disent qu'il n'y a pas de violence policière ont raison. Ce n'est pas tant la police qui est violente que les gens qui dirigent la police qui lui demandent d'être violente. C'est-à-dire, il faut rappeler qu'il y a un ordre politique qui surplombe la violence
et qu'il faut lui faire échec, et que pour lui faire échec, il faut rappeler en permanence, articuler en permanence ce qui se dit sur les libertés et la sécurité avec les besoins d'égalité, de fraternité, de liberté, d'une humanité concrète. C'est-à-dire qu'il faut des services publics accessibles, il faut lutter contre les inégalités territoriales, il faut faire du droit au logement une revendication qui corresponde à la préoccupation que ça tient dans le pays. Il faut assumer la dignité des personnes. Vous savez, ce qu'il y a de pire quand on va à Calais, c'est évidemment de voir les gens vivre dans la boue, dans la merde, voir des associations interdites d'apporter de l'eau potable ou de la nourriture. Mais le pire, hein, c'est de voir les fonctionnaires qui sont en charge de tout ça et qui ne sont pas des gens méchants, de voir à quel point ils sont totalement habitués à ça. Ils disent oui, bah oui, non, mais ouais, c'est pas normal. Hein, on a réussi à effacer, on a réussi à convaincre les gens que la dignité, il y avait une échelle de valeur, quoi. Il y avait des gens qui avaient droit à la dignité, d'autres qui avaient droit à un peu moins de dignité, d'autres à pas trop de dignité, puis d'autres à pas du tout. On est dans ce monde-là. Ça, il faut inverser cette vision des choses qui nous marque tous. Et évidemment, il faut réhabiliter la justice et la police, et ça, ce n'est pas le Beauvau préparé par Matignon qui va le faire. Et ce qu'on ne sait pas faire, ou plus exactement, parce que dire ce qu'on ne sait pas faire, c'est renvoyer la responsabilité aux acteurs. Et ça, ce serait injuste, parce que je pense que c'est un processus qui échappe aux acteurs, quelque part, enfin qui nous échappe à nous en tout cas, militants associatifs de défense des droits. Ce qui ne se fait pas et dont on aurait besoin que ça se fasse, eh bien, c'est que ça fasse politique, tout ça. Et c'est ce que je disais, c'est-à-dire, la première étape, c'est de dénoncer ce qui se passe. Et ça, on le fait plutôt bien. La deuxième étape, c'est d'articuler cette dénonciation à l'idée qu'il y a des causes à ce qu'on dénonce et que donc il faut inverser les causes. Et ça, on n'y arrive pas tout à fait en grande partie parce que l'extrême droite a marqué des points terribles et que donc on se divise sur la question de la laïcité. Enfin, l'extrême droite est une partie de la gauche d'ailleurs. Hein. On se divise sur la question de l'étranger, de la laïcité, du religieux, qui sont des débats de diversion par rapport à l'urgence sociale et à l'urgence démocratique. Et ce qui ne se fait pas pour le moment, même si ça bouge, ça bégaye, ça patine, et ben ce qui ne se fait pas, c'est que ça fasse politique. C'est-à-dire que ça redessine un horizon d'attente politique et que ça clarifie des débats qui, pour le moment, sont très loin d'être clairs et pacifiés, et au sein des forces de gauche politiques, et au sein également des mouvements sociaux qui sont aussi divisés sur ces mêmes enjeux. Voilà, alors c'est le moment de ma conclusion qui n'est ni pessimiste ni optimiste. Je me permettrai de vous raconter l'histoire des deux petites mouches qui tombent dans le pot de lait. Il y en a une qui dit « Ah, c'est du lait, ça colle, c'est terrible, on va se noyer, on va se noyer, on va se noyer, on va se noyer. » Et elle se noie. Et l'autre dit « Ah, c'est du lait, c'est terrible, ça colle, il ne faut surtout pas que je me noie. » Alors, elle patine avec ses pattes pour pas tomber dans le lait, pour rester à la surface, hein, surtout bien rester à la surface. Et au petit jour, elle se retrouve sur une motte de beurre. Je nous souhaite une très très belle motte de beurre. Merci beaucoup, Pierre. Je crois qu'on a dépassé les 20 minutes, mais c'était passionnant. Donc, je pense que ça nous donne beaucoup à réfléchir. Eh bien, allons-y. Sylvie, je te donne la main pour les interventions. Brony, il a déjà posé une question, donc tu peux te lancer. C'est moi qui me lance ou non? Non. D'accord. Non. Alors, question, intervention, réaction, bon, on y va comme d'habitude, quoi. Hein. Est-ce que tu veux que je pose la question de Fred?
Broniman? Oui, ou Fred, tu veux le faire toi-même? Vas-y. Fred, vas-y, tu peux le faire toi-même. Si vous m'entendez, ouais. On t'entend. Il y en avait plusieurs. Alors, la première que je me posais au milieu de l'exposé, très intéressant, hein, merci Pierre, c'est le fait que depuis quand, est-ce que c'est de tout temps qu'il y a eu cette impunité policière, hein, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu plus facilement visible à travers nos nouveaux réseaux sociaux, ou c'est quelque chose qui s'est récemment intensifié dans le monde ou spécifiquement en France? Alors, il y a toujours eu une impunité policière. Dans la construction des sociétés, c'est un vrai problème de maîtriser ceux qui ont à charge de faire respecter l'ordre social. Parce que, tout simplement, pour le dire tout simplement, parce que la justice a besoin de la police, et que la police, par ailleurs, ne fait pas un métier facile, que chacun le sait, que donc elle évolue dans des zones grises, et que voilà. Donc, il y a la question de l'impunité, c'est une production sociale. C'est-à-dire que, de manière constante, la société redéfinit, je dirais en permanence, ce qu'elle est prête à admettre de ses policiers ou pas. Par exemple, quand la police achetait des Algériens à la Seine, on va dire que globalement, ça n'a pas énormément ému la population française. Voilà. Ça a ému des militants politiques, associatifs, syndicaux, mais globalement, ça n'a pas remué la France. Hein. La société française considérait qu'après tout… Bon. Alors, on n'en est pas là. Est-ce que c'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. Il y a toujours eu impunité, il y a toujours eu des trafics, il y a toujours eu… voilà. Est-ce qu'il y a un phénomène nouveau? Il y a deux phénomènes nouveaux. J'ai essayé de les aborder. Le premier, c'est que le pouvoir se repose de plus en plus sur l'intervention de la police. Et une police qui se voit de plus en plus responsabilisée politiquement, je dirais, ou en tout cas qui se sent de plus en plus indispensable, aura évidemment de plus en plus tendance à prendre de grandes libertés. Pour prendre une anecdote, les vœux du préfet Lallemand, qui a une conception extraordinairement brutale du travail de la police, hein, les vœux de cette année étaient signés, ces vœux de bonne année étaient une citation de Léon Trotsky. Il y a un pied de nez à la gauche qui est d'une insolence tout à fait nouvelle. Il y a encore 10-15 ans, aucun préfet ne se serait permis d'envoyer ses vœux avec une citation de Lénine, de Trotsky ou de Mao Tse-tung. C'est évident. Ça renvoie à une espèce de désinhibition du personnage qui est évidemment un peu curieuse. Hein. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la police est beaucoup plus visible, évidemment. Elle est beaucoup plus visible. Et puis, il y a aussi un troisième élément. Alors, elle est plus visible parce qu'elle est filmée, parce que voilà. Il y a un troisième élément, c'est que j'ai signalé qu'elle avait fait ses armes de militarisation dans des quartiers où les populations étaient des populations a priori pauvres et apeurées. Mais ça, c'était vrai il y a très longtemps. Aujourd'hui, les petits-enfants de ces populations ne sont plus du tout apeurés. Ils pensent qu'ils ont des droits, ils pensent qu'ils ont les moyens de les défendre, ils ont les moyens de les faire connaître. Et donc, effectivement, ça renvoie à une visibilité, une mise en visibilité beaucoup plus importante. Alors, la suite de ta question portait sur comment réconcilier la police et la population, c'est ça? Parce que moi aussi, je lis le chat. Hein, là encore, il n'y a pas de réponse simple à ça. Ce que je pense déjà, c'est que c'est incontournable. Personne ne peut s'habituer à l'idée que pour toujours, on va vivre dans le paradigme qu'avait si bien illustré Coluche en disant n'ayez pas peur, on n'est pas de la police. Vous voyez, on a besoin
On a besoin de sécurité, on a besoin d'un service public de la police qui fasse bien son travail, qui aide les gens, qui préserve la paix publique. Voilà. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. D'abord parce que pour que ça se fasse, on a besoin d'une orientation politique. Je veux dire, la police n'est ni méchante ni pas méchante. Elle peut rendre les policiers méchants. Mais l'institution elle-même n'est que ce que le pouvoir politique en fait. Donc, il faut inverser le paradigme de la police qui continue à fonctionner aujourd'hui, d'une police qui fonctionne au scalp, hein, c'est-à-dire l'abattage. On est là pour faire du chiffre. Il faut renouer avec des polices de proximité, des polices et une gendarmerie qui soient attentives aux besoins de sécurité de la population, peut-être davantage qu'à à réprimer immédiatement tout ce qui bouge. Non pas qu'il ne faille pas réprimer ici et là des choses qui bougent, il faut le faire, évidemment. Mais il faut le faire avec intelligence et en discriminant la délinquance de la revendication. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça passe par des embauches différentes, ça passe par des programmes de formation différents, ça passe surtout par un encadrement différent. Je veux dire, tant qu'on fournira des grenades de désencerclement bourrées de TNT à des gendarmes ou à des policiers, à un moment donné, ils s'en serviront. Tant que la hiérarchie leur dira qu'ils sont entourés de cannibales qui veulent leur faire la peau, ils s'en serviront d'autant plus facilement. Et je rappelle par ailleurs qu'on a aussi besoin d'embaucher dans la police. Parce que le premier flic de France, qui était Nicolas Sarkozy, a laissé ce ministère complètement exsangue. Il avait procédé à des milliers de suppressions d'emplois, de non-remplacement d'emplois au sein de la police. Et donc, on a eu une accélération de policiers mis sur le terrain avec des formations extrêmement légères, ce qui a abouti à des choses parfois très dramatiques. Alors, on a aussi besoin de casser l'impunité de la police. Ça commence plus ou moins à se faire sous l'impulsion de l'opinion publique. Il y a des policiers qui sont maintenant condamnés à des peines fermes de prison. Les médias parlent des procès qui se tiennent de policiers ripoux, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin dans ce domaine. L'affaire Adama Traoré jouera un rôle symbolique extrêmement important dans cette histoire. Non pas que j'ai une opinion pour savoir à quel point la police est ou pas responsable de la mort de Traoré, mais parce qu'elle a cristallisé cette affaire, tout ce que l'institution a été capable de faire pour étouffer la vérité. Et la première chose dont on a besoin pour réconcilier la population et la police, c'est de vérité. Ça, c'est incontournable. Ah, faut-il persévérer dans ce type de mobilisation ou en chercher d'autres? Je peux peut-être compléter ma question, Pierre. Merci en tout cas. Merci en tout cas pour cette intervention est fort claire et très intéressante. Mais la question qui est la mienne, elle est aussi pour témoigner, parce qu'on est nombreux à manifester, que ce soit pour le climat, que ce soit concernant les retraites. D'ailleurs, on a l'impression que la police n'agit pas de la même manière selon les manifestations. J'ai manifesté avec mes enfants, par exemple, pour la question du climat. Je n'étais pas avec mes enfants sur la question des retraites, parce que la situation m'amenait pas à manifester de la même manière. Mais par contre, c'est vrai que les techniques ne sont pas les mêmes. Et le corps à corps, dans certains cas, peut éprouver, peut faire peur lorsqu'on subit directement les attaques des grenades, etc. Donc la question, elle est, bien sûr, il faut continuer à se mobiliser, je pense. Mais si ces violences sont faites, c'est pour qu'on soit moins nombreux dans les rues. Et au final, bon, sûrement qu'il faut continuer, mais est-ce qu'on ne peut pas accompagner notre mobilisation d'autres actions
histoire de rassembler plus largement et d'avoir un impact. Bon, entre nous, si je répondais non, tout le monde serait surpris. Je ne pense pas qu'il faille se… Alors, d'abord, la première remarque est très juste. La police ne réagit pas de la même manière selon qu'il s'agisse de manifestations associatives, syndicales, de jeunes, de paysans. Bon. En soi, c'est pas étonnant. Je veux dire, c'est pas étonnant. Par exemple, on n'affronte pas une manifestation de paysans de la même manière qu'on affronte une manifestation de salariés. Ce n'est pas les mêmes cultures de confrontation, ce n'est pas non plus les mêmes complicités politiques derrière l'appareil policier. Donc voilà, ça fait partie de la société dans laquelle on est, c'est comme ça. Maintenant, il y a un vrai enjeu de la liberté et du débat démocratique et de la visibilité du débat démocratique par rapport à la violence. J'ai tendance à penser que, sauf exception, quand il y a débat, quand il y a une dynamique forte et que la manifestation est importante, ça limite les risques d'intervention policière directe. Ça ne limite pas la violence, parce qu'il faut quand même se parler entre adultes et très franchement, la violence dans les manifestations n'est pas toujours déclenchée à l'initiative de la police. La police crée toujours, ou très souvent, ces derniers temps en tout cas, un environnement violent de la manif. C'est-à-dire, elle pratique des nasses, elle fait pression sur les manifestants en leur montrant que s'il se passe le moindre truc, ils vont s'en prendre plein la tronche. Voilà, c'est une violence symbolique très lourde. Après, on sait qu'il y a des éléments manifestants qui jouent la violence. Ça fait partie du débat qu'il y a toujours eu au sein des oppositions démocratiques. Voilà, bon. Même, ça ne veut pas dire que ces gens sont des démocrates, hein, par ailleurs. Mais ça existe et ça nous complique beaucoup les choses. Il faut l'admettre. Donc, il y a, en amont des manifestations, on peut créer les conditions du non-éclatement de la violence. Ce qui répond à ta question, évidemment, il faut d'autres formes de mobilisation que les manifestations. Il faut ce qu'on fait ce soir, discuter entre nous, il faut organiser des manifestations intermédiaires, il faut faire vivre le mouvement de la société civile dans ses composantes associatives et syndicales, à l'entreprise, hors de l'entreprise. Mais ma conviction, c'est qu'on ne peut en aucun cas renoncer à occuper l'espace public. Alors, manifestation, rassemblement, peu importe. Bon, en plus, le débat aujourd'hui est quand même très lourdement grevé par le confinement et la pandémie. Donc, je ne pense pas qu'on reviendra à une situation identique à ce qu'on a pu connaître avant. Enfin, je pense, j'espère en tout cas, qu'on se dirige vers des situations où on pourra à nouveau plus facilement occuper l'espace public. Mais il faut absolument le faire. Il faut absolument le faire parce que en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays. En France, l'occupation de l'espace public et le débat public dans l'espace public a toujours été une des composantes de la construction de la légitimité de la décision politique. C'est une bataille qui a été engagée avec la droite, avec Balladur. C'est à partir du gouvernement Balladur que la droite dit « la rue ne gouverne pas ». Mais, et c'est d'ailleurs parfaitement vrai, la rue ne gouverne pas. Mais en France, l'expression populaire visible dans la rue a toujours joué un rôle extrêmement important dans la conduite du débat politique. À gauche comme à droite. L'occupation de la rue par les partisans de l'école publique, l'occupation de la rue par la manif pour tous, l'occupation de la rue par les gaullistes en 68, montre que même quand on a la légitimité du pouvoir, à un moment donné en France, dans le débat, si on veut peser, eh bien, il faut occuper l'espace public, il faut l'occuper
pacifiquement, évidemment, mais montrer que le débat ne se réduit pas à des arguments, mais qu'il est incarné, et qu'il est incarné dans un rapport de force, qui sont des forces vivantes qui font le pays. C'est ça, entre autres, qui fait que la vie politique française a longtemps été passionnante. Ce n'est pas un débat qui se mène à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui est approprié, saisi par des centaines de milliers de gens, et donc c'est extrêmement vivant, même quand ça nous déplaît d'ailleurs. Ça reste extrêmement vivant et pas du tout antinomique de la légitimité républicaine. Ce sont les mêmes qui occupent la rue pour leurs revendications, entre guillemets, qui se battront contre les émeutiers du 6 février 1934, qui eux aussi voulaient occuper la rue et aller jusqu'à occuper l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a des interventions, des questions? Alors Laurent, moi, j'ai une intervention qui est arrivée de Jacques Perreux, qui dit « Tu as démarré ton introduction très intéressante sur l'inversion du couple liberté-sécurité. Y a-t-il des études d'opinion sur l'assentiment de la population avec cette inversion ?» Je salue Jacques Perreux. Bonsoir. Alors oui, il doit y en avoir, je ne vais pas vous en citer, parce que je n'en ai pas en tête, mais l'étude la plus dramatique et la plus incontournable, c'est les élections. C'est les élections. Les partis qui épousent la formule de Nicolas Sarkozy, quand il dit chercher à comprendre, c'est déjà excusé, c'est-à-dire on saute l'étape de la réflexion, on va immédiatement à la répression, et donc on est bien dans l'inversion du paradigme. Les organisations qui portent cette logique sont des organisations qui se portent très bien dans le pays. Le dernier sondage, alors ça n'est qu'un sondage, sur la présidentielle donnait 48% à Marine Le Pen au second tour. Or, là, on est vraiment dans l'inversion de ce paradigme. Alors, est-ce qu'il y a eu spécifiquement des études là-dessus, des études, des sondages d'opinion? Je serais incapable de le dire. Mais il faut bien admettre que, sauf exception, l'opinion publique française, mais nous n'avons pas le monopole, est plutôt encline à adhérer au discours sécuritaire. Il y a une demande d'ordre. Il y a une demande d'ordre dans la société française depuis une quarantaine d'années. Ça se lit, par exemple, dans les résultats de la justice. Au fur et à mesure qu'on dénonce le laxisme des juges, vous avez entendu ça, les juges, ils les libèrent tout le temps, ils sont laxistes. Au fur et à mesure qu'on dénonce le laxisme des juges, on voit les peines s'alourdir et le nombre de délits augmenter. C'est-à-dire que la société crée des délits et elle les punit de plus en plus sévèrement. Il y a 50 ans, un gamin de 10 ans ou 12 ans qui volait un vélo, il avait une tape sur les mains ou une fessée, parce qu'à l'époque, c'était légal. Le même gamin qui vole le même vélo, aujourd'hui, il va avoir de très, 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 très gros problèmes toute sa vie. Toute sa vie. Ça risque de le suivre, il va être condamné. Voilà. Donc, on a une adhésion. On a une adhésion à l'ordre, à la demande d'ordre et au sécuritaire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. L'Europe a joué un rôle extrêmement positif de ce point de vue parce qu'elle a vraiment ancré le primat des libertés et ça a permis toute une série de textes extrêmement positifs et d'adaptations extrêmement positives en France, notamment dans la lutte contre les discriminations et notamment les discriminations syndicales. Mais on voit bien que, y compris sur ce terrain-là, l'Europe est en difficulté.
et que les partisans du sécuritaire et de l'identitaire ont pu engranger le Brexit, hein, qu'on peut analyser en disant qu'il y a des éléments intéressants, mais qui globalement est quand même une victoire des extrêmes droites mondiales. Voilà, je ne peux pas être plus précis sur cette question. Bon, ceci étant, il y a une tonne d'études juridiques. Hein. Alors là, ce n'est pas des études d'opinion, ce n'est pas des sondages, mais d'études juridiques sur cette inversion, sur la place croissante de la trace dans la construction de la pensée juridique. C'est-à-dire qu'on va de moins en moins se contenter d'exiger des preuves et de plus en plus, on va se satisfaire de traces, d'éléments connivants, de convergence. C'est l'éternelle histoire de types qui ont passé des mois en prison, des mois, hein, parce qu'ils avaient été pris en photo à côté de quelqu'un et que ce quelqu'un connaissait une autre personne qui, elle, était effectivement dans la mire des services pour des raisons tout à fait, enfin, vraisemblablement très, très légitimes. Voilà. Mais voilà, la trace, le soupçon, on cogne avant la moindre preuve et on cogne dur. Vas-y, Olivier, vas-y. Mets ton micro. Oui, bonjour. Je voudrais aborder le sujet notamment du traitement de la question des exilés dans le nord-est parisien, puisque j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se dégrade là très, très rapidement. J'étais présent lors de la dernière évacuation à Saint-Denis, où effectivement le préfet l'allemand a demandé aux associations et à la ville de Paris de brûler les tentes. Et effectivement, c'est des positionnements qui sont très durs et étaient présents aussi des médias. Et en même temps, je trouve que la dégradation se fait aussi par le changement des acteurs. C'est-à-dire que c'est une question où à un moment, on était avec le secteur associatif et des acteurs plutôt du côté de l'insertion et de un moment aussi le respect des droits de l'homme. Et très vite, ensuite, on est passé sur des acteurs, des ONG plutôt de l'international qui sont revenus en France. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette question-là, en tout cas dans les réunions qu'il y a avec la ville de Paris et les acteurs, on est plutôt sur des associations de droits de l'homme, Amnesty International et autres. Et en même temps, le changement des acteurs sur ces questions-là modifie aussi la manière de penser un peu ces questions et de traiter le sujet. Voilà, je voulais un peu avoir votre avis là-dessus, parce qu'en même temps, en termes de positionnement des professionnels, on est face aussi à des collectifs citoyens qui s'organisent et qui sont beaucoup plus radicaux dans les rapports de force. Et à un moment, ce positionnement de ce préfet éjecte, je dirais, le secteur professionnel qui est aussi financé par l'État. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dernière anecdote, par exemple, j'ai ouvert cette nuit, il y a deux nuits, un hôtel pour accueillir voilà, des sans-abri sur les plans grand froid. Et cette nuit, alors c'est passé quelque chose, je n'ai pas été alerté, mais le Premier ministre se présente avec Emmanuel Vargon, se présente à l'accueil, ne se présente pas comme ministre et pose des questions pendant 30 minutes, 45 minutes et repart. Et donc, à un moment, voilà, tout le monde m'est tombé dessus en disant « mais comment ça se fait, ils sont venus ?» Et je trouve très étonnant voilà, qu'à un moment, que des personnes politiques ne se présentent pas quand ils arrivent et questionnent comme ça des salariés, des personnes accueillies. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui, il y a des changements de posture qui induisent à un moment le changement de posture sur les acteurs. Alors bon, c'est pas, enfin bon, il n'y a pas de question, mais je peux commenter ton commentaire, mais bon, ce qui est clair, c'est que, alors il y a deux aspects sur l'aspect le plus important à mes yeux, à savoir comment on prend en charge, comment on essaye de prendre en charge les migrants sans papier, mineurs isolés. On est en fait livré à la diversité du secteur associatif, hein, qui est une diversité aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, si telle ou telle association a des forces ou a fait le choix d'être présente, eh ben, elle va être présente.
Si elle n'a pas de force et si elle n'est pas présente, peut-être ce sera une association montée par la mairie, voilà, ou peut-être qu'il n'y aura pas d'association du tout. Enfin, on s'est aussi habitué, d'une certaine façon, à considérer que c'était normal qu'il y ait des associations partout qui fassent le boulot, mais les associations, c'est des citoyennes, des citoyens, rien de plus. C'est un peu compliqué. Après, ce qui est très vrai, c'est que comme il y a une multiplicité de problèmes qui sont posés, problèmes légaux, c'est-à-dire problème d'état civil, je dirais, problème de logement, problème de santé, problème de scolarisation, en fait, tous les problèmes qui relèvent de la très grande pauvreté, mais qui ne sont pas considérés comme des problèmes de la très grande pauvreté, qui sont considérés comme des problèmes emmerdants par les pouvoirs publics. Il y a une très grande diversité d'acteurs associatifs qui se sentent légitimes à intervenir et qui essayent d'intervenir pour les plus sérieux d'entre eux, les plus responsables, qui essayent d'intervenir de façon cohérente et en fonction de leur savoir-faire associatif. Par exemple, au sein de la Ligue, on a un débat récurrent. Nous, on n'est pas une association humanitaire. Nous fournir des tentes, des couvertures et des soupes chaudes, on ne sait pas faire. Il y a peut-être des gens qui sont membres de l'association qui savent le faire, mais ce n'est pas le but de l'association et on ne sait pas faire ça. Donc, on ne va pas essayer de le faire. En revanche, aider à remplir des dossiers pour les préfectures, accompagner dans les préfectures, expliquer pourquoi il faut qu'un mineur isolé n'aille pas passer un test osseux, ça, on sait faire. Ça, on sait faire. Et les humanitaires ne savent pas forcément le faire. Donc, on a intérêt à travailler tous ensemble. Après, des fois, ça se passe, des fois, ça ne se passe pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi des irruptions de radicalité. Alors, je n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'en l'occurrence, je pense que c'est plutôt des irruptions de colère irraisonnée que de radicalité. Et aussi des tentatives d'instrumentalisation de ces populations. Je veux dire, il y a des partisans du pire. Il y a des gens qui pensent que le pire, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que le pire va conduire au clash, et que le clash va faire la lumière, et que de la lumière naîtra un ordre nouveau et radieux. Si c'était vrai, on serait en socialisme depuis la Commune de Paris. Mais justement, depuis la Commune de Paris, on a appris que ça ne se passait pas exactement comme ça. Et souvent, ces interventions violentes, qui sont des interventions de rupture, je dirais, oui, elles sont dans le rapport de force pur et dur. Et ça, il n'y a pas photo. Dans le rapport de force pur et dur, c'est le préfet allemand qui gagne à tous les coups. À tous les coups. Tout simplement parce qu'il en a tous les moyens, toute la légitimité, toute l'arrogance. Enfin, voilà. Bon. Donc, c'est évidemment ce qu'il y a de pire à faire, mais c'est un débat politique. C'est un débat politique. Et ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire, s'il y avait un horizon d'attente politique, peut-être qu'il y aurait moins de place pour les tentations de rupture. Sur Jean Castex, écoute, je te propose qu'on n'ait pas de débat sur Jean Castex, parce que peut-être il a voulu jouer à Haroun al-Rachid, va savoir, tu vois, pour savoir ce que pensait son bon peuple. Franchement, je suis incapable d'avoir une opinion sur ce que ce garçon a pu vouloir faire. Peut-être il a sincèrement voulu aller sur le terrain et voir ce qui se passait, ne serait-ce que pour pouvoir dire en Conseil des ministres mercredi prochain, j'ai été sur le terrain, j'ai vu ce qu'on fait, c'est très très bien, il y a des très bonnes associations, on accueille dignement, la France est au-dessus de toute critique, par exemple. Et peut-être dans quelques jours, tu auras un journal qui dira on a su par une indiscrétion que le Premier ministre s'est rendu incognito. Voilà. Tu sais, c'est des stratégies qui n'ont aucun intérêt, de mon point de vue. On n'a pas besoin de ça, on a besoin d'une politique. On a besoin d'une politique d'accueil qui soit digne, qui respecte les gens et qui leur donne un accès effectif aux droits fondamentaux, la santé, l'éducation, le logement. Voilà. Tout le reste,
Moi, j'ai une question pour compléter. Alors déjà, il y avait du monde sur Facebook, ça fait plaisir. On était une petite douzaine et donc, du coup, j'aurais une question que je vais vous relayer après, mais je vais prendre la parole parce on parle de politique d'accueil, on parle de jeunes migrants, de mineurs isolés, et on a un sujet très précis qui se passe en ce moment sur Vitry, un jeune lycéen du lycée Jean Massé qui s'appelle Ibrahima, qui est menacé d'expulsion, et qui est menacé d'expulsion, on l'a appris aujourd'hui parce qu'il a subi des tests osseux. Et voilà, je voulais un peu l'avis de la LDH sur les tests osseux. Alors, les tests osseux, c'est très bien. Les tests osseux, c'est très bien. Ça a été inscrit au chapitre de la police scientifique par un ministre de l'Intérieur qui a été un bon ministre de l'Intérieur, qui s'appelle Alain Jox, qui a requalifié la police scientifique. Et on a besoin de pouvoir pratiquer des tests osseux, par exemple, pour déterminer l'âge d'un cadavre. Pour la police, c'est utile. Voilà. Là où ça va plus du tout, mais alors plus du tout, c'est quand on se saisit de ces tests osseux pour déterminer l'âge de jeunes gens, et de surcroît de jeunes gens dont, pour la plupart, la morphologie est très très loin de correspondre aux critères morphologiques moyens qu'on trouve dans notre pays, ou en gros dans l'Europe traditionnelle. Alors pourquoi ça ne va pas du tout? Ça ne va pas du tout pour plusieurs raisons. Je vais commencer par les moins importantes qui sont les plus techniques. Ça ne va pas du tout parce que tout simplement, à âge égal, les os d'un jeune Français d'origine caucasienne, d'un Malien, d'un Soudanais ou d'un Vietnamien n'ont pas du tout la même épaisseur. Voilà, c'est comme ça. Or, les tests qu'on applique à des Sénégalais, des Maliens, des Vietnamiens, le cas échéant, on les lit sur la base des critères qui sont ceux qui seraient globalement, parce que ce n'est pas une science exacte, hein, loin de là, globalement valables pour un jeune européen d'origine caucasienne. Donc, c'est absurde. C'est absurde. Non seulement c'est absurde, mais c'est parfaitement inhumain. C'est parfaitement inhumain parce que pourquoi est-ce qu'on fait passer des tests osseux? Ce n'est pas pour avoir la taille de l'os. C'est pour déterminer la capacité d'un être humain à bénéficier ou pas de pouvoir rester en France ou d'être expulsé dans son pays. C'est-à-dire qu'on suspend une décision qui est une décision existentielle, qui ne devrait en aucun cas dépendre de la personne, mais qui devrait entièrement dépendre des accueillants, du pays qui accueille, de son éthique, de sa morale, de sa capacité à s'ouvrir à la souffrance du monde et aux accidents qui frappent des populations entières. On suspend la décision à un détail physiologique. C'est un petit peu quand même comme si, lors du dernier conflit mondial, on avait suspendu la fourniture des tickets d'alimentation à la forme du nez des gens qui venaient les demander. Alors, la comparaison s'arrête là. Mais la dimension d'ignominie est bien la même. Donc, c'est scientifiquement absurde, c'est moralement indéfendable. Et par ailleurs, c'est tout à fait légalement scandaleux. Pourquoi? Parce que toute cette affaire ne vise qu'à soustraire des mineurs ou, on peut se le dire, de très jeunes adultes,
mais un très jeune adulte, c'est jamais qu'un mineur qui a grandi un peu trop vite, hein, à les soustraire des lois de protection des enfants. Or, la France a signé le pacte international la Convention internationale des droits de l'enfant. Elle s'engage à les défendre. Et donc, pour éviter d'alourdir les budgets sociaux, elle s'engage dans des pratiques qui sont des pratiques littéralement honteuses, mais vraiment honteuses, pour expulser de très jeunes hommes, de très jeunes femmes. Alors, je ne connaissais pas l'histoire du lycéen de Jean Massé, mais cette histoire du lycéen de Jean Massé, malheureusement, il y en a des centaines. Pour l'anecdote, j'ai moi-même été traîné devant la justice sous incrimination d'insultes, alors ce n'était pas insulte, mais ça revenait au même, à la justice, parce qu'avec le GISTI, la Ligue des droits de l'homme avait commis un texte disant que les tribunaux qui prenaient des décisions sur la base des tests osseux trahissaient l'esprit de la loi. Alors, je vous rassure, je n'ai pas été condamné, mais j'avais un excellent avocat, c'était Maître Henri Leclerc. Mais je suis passé en justice. Voilà. Les tests osseux, c'est les tests honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Et il faut. Alors, je ne sais pas où en est la procédure sur l'affaire de ce lycéen, mais il faut vraiment rassembler très, très largement pour qu'il ne soit pas expulsé. Et il faut en parler à tous les acteurs que ça peut concerner. Les associations, les églises, le corps médical, tous les médecins qui se respectent, à mon avis, dans le Val-de-Marne, sont capables de signer un texte disant que ces tests n'ont rien de scientifique. Donc, il faut vraiment remuer le banc et l'arrière-banc pour éviter cette expulsion et mettre fin à ces tests. Il y a une question de Laurence d'Aix-Savary. Vas-y, Laurence. Oui, bonsoir. J'ai une question, effectivement. Je me demandais finalement, donc, quand on voit comment nos libertés sont fortement entravées, dans le monde d'après, en fait, d'ailleurs, je ne sais pas si quand est-ce que ce sera ce monde d'après, si on y est déjà ou si il viendra bientôt. Enfin, en tout cas, voilà, je ne sais pas très bien finalement où on en est par rapport à ça, mais je me demandais en fait, voilà, quel sera-t-il dans ce contexte de privation des libertés une à une. Alors, J'ajoute juste un mot, parce que j'ai oui. un peu la même question que Laurence, ça va dans le même sens. Tu parlais tout à l'heure, Pierre, de la culture populaire française et de cette capacité à occuper la rue. Moi, je me demande si cette espèce d'état de sidération dans lequel nous sommes depuis 1 an, qui nous prive de relations sociales, qui nous prive de liberté, qui nous prive d'une certaine façon de ces occupations de rue comme on sait les faire, très nombreux, j'ai une petite question sur les traces que ça va laisser, en n'ayant pas d'avis. Est-ce que ça peut provoquer une espèce de réaction, de se dire c'est plus possible, il faut s'exprimer, ou au contraire, est-ce que ça peut avoir créé des habitudes de repli qui peuvent aussi ne plus se manifester comme il faut. Voilà. Il n'y a pas de réponse à cette question, mais en tout cas, je ne sais pas trop ce que ça peut provoquer dans ce monde d'après, comme dit Laurence. Quoi. Alors, bon, je suis comme tout le monde, j'en sais rien, hein, je ne lis pas dans le mar de café. Et franchement, s'il y a quelqu'un qui prétend savoir, c'est un menteur, à mon avis. Mais je crois qu'on peut se dire qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne et la mauvaise nouvelle, c'est que le jour d'après, c'est maintenant. Et donc, on n'a pas tellement à se demander ce qui va se passer, on peut se demander qu'est-ce qui se passe maintenant. Et de ce point de vue-là, même s'il faut prendre les choses avec beaucoup de prudence et se répéter sans cesse qu'on ne sait pas comment ça va tourner, quoi, parce qu'on ne sait pas. Bizarrement, je ne serais pas totalement pessimiste. Je dis bizarrement parce que je suis plutôt pessimiste d'une façon générale, mais je ne le suis pas totalement. Je crois que, enfin, moi, ce qui me frappe, alors,
on est tous en état de sidération. Ça, c'est clair, on est stressé, on n'est pas bien, on a besoin de rencontrer des gens, on a besoin de mieux dormir, on a besoin d'aller voir un spectacle, c'est sûr. Et ça peut déboucher sur des trucs qui ne feront pas politique. Je pense à des mouvements de révolte, par exemple, sur le port du masque ou des choses comme ça, bon, qui, à mon avis, seront absurdes et ne construiront rien, ne construiraient rien. En même temps, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Deux éléments que je vous soumets. Tout le mouvement qui s'est construit sur le refus de la loi de sécurité globale, les marches pour les libertés, alors qui est un mouvement limité, hein, c'est clair, mais qui est quand même ce qu'on a fait de mieux en France sur les libertés depuis le mouvement contre Edwige. Tout ce mouvement, il se construit pendant la pandémie, pendant les confinements. Et pour être très franc, quand on commence à lancer ce truc, en réunion de bureau de la Ligue, moi j'avais dit il faut foutre le bordel partout avec ce truc, parce qu'on n'a pas le temps, il faut aller vite, donc il faut être sauvage, il faut être barbare, il faut cogner très fort. Et j'avais ajouté, en même temps, bon, avec la pandémie, je ne sais pas comment on va faire. Ben, finalement, ce qui s'est construit, c'est plutôt bien. Dans le genre barbare, sauvage et qui rassemble, c'est plutôt bien. Ça a mis le gouvernement à la défensive, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, et il y a des perspectives, donc bon, on va voir. Le deuxième élément de réflexion que je vous soumets, alors là, il n'a pas à voir avec l'expérience et l'expertise de la Ligue, mais bon, il se trouve que je suis aussi rédacteur en chef d'un journal syndical. Et récemment, j'ai discuté avec des responsables syndicaux de 3 entreprises, à savoir General Electric Grid à Villeurbanne, Aéroport de Paris, qui est essentiellement en Île-de-France, et L'Équipe, qui est un journal que certaines et certains d'entre vous lisent peut-être, L'Équipe qui a fait 15 jours de grève récemment. Dans les trois entreprises, les directions avaient placé un couteau sous la gorge des salariés. Chez General Electric, c'était pour les égorger purement et simplement. À Aéroport de Paris, il était question de leur faire signer un accord social qui réduisait le salaire, qui augmentait le temps de travail et qui supprimait des emplois. Donc, c'était la totale. Et L'Équipe, c'était un peu du même ordre. Et dans les 3 cas, il y a eu un conflit assez massif. Et dans les 3 cas, les salariés s'en sont mêlés via Zoom, via d'autres instruments de télé, machin. Mais ils s'en sont vraiment mêlés. Ils s'en sont vraiment mêlés au point que chez General Electric, ils ont gagné. À Aéroport de Paris, ils ont réussi à mettre l'affaire en échec assez sérieusement, même s'ils n'ont pas gagné. Et L'Équipe, ils ont arrêté le mouvement pour pouvoir le reprendre un peu plus tard, mais pour la première fois dans l'histoire de la vie du journal, ils ont réussi à empêcher la sortie du journal. Il y avait déjà eu des grèves à L'Équipe, mais L'Équipe était toujours sortie. Là, la grève était totale. De la même manière, dans le groupe Le Moniteur, là, il y a une grève. Il y a une grève sur Internet. Alors, c'est absolument pas des panacées, tout ça, mais c'est quand même des signes que la combativité ne s'est pas noyée dans le confinement. J'ai même tendance à penser que face à leur écran d'ordinateur, il y a des gens qui étaient très réservés dans le cadre de l'entreprise, mais surtout sous le regard des autres, et qui d'un seul coup se sentent beaucoup plus, enfin, qui sont moins inhibés, quoi, qui sont plus combatifs, qui s'expriment plus facilement, qui s'impliquent plus facilement dans certaines choses. Alors, est-ce que ça va tourner court?
est-ce que ça va construire des choses? Est-ce que ça va créer des éléments positifs pour construire un avenir meilleur? Ça, je ne suis pas capable de le dire. Mais je me demande jusqu'à quel point ce n'est pas les militants qui sont plus déprimés que les citoyens. Parce que nous, militants, qu'on soit militants politiques, syndicaux, associatifs, parents d'élèves, on investit beaucoup. On investit beaucoup sur notre investissement. On vit en permanence cette idée que ce qu'on fait est utile. Voilà, on va sauver le monde quelque part. Et quand on en est empêché, et en ce moment on le vit comme un empêchement, c'est une grande souffrance. C'est évidemment une grande souffrance. Alors, on n'est pas les seuls à souffrir, hein. Il n'y a qu'à voir l'état de la psy, les suicides. On peut ne pas être militant et être en état de souffrance. Mais je me demande s'il n'y a pas un gap entre l'idée qu'on se fait de la déprime du pays et l'état réel du mental du pays. Je vous avoue, moi, avoir été le premier étonné de ces conflits, de la capacité qu'ils ont eu à mettre en branle les gens qui n'avaient pas bougé avant, quoi. Voilà. Bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok, merci Pierre. Je crois que Nico a une question qu'il avait annoncée déjà tout à l'heure. Ce que je vous propose, c'est ce soit peut-être la dernière, parce qu'on a l'habitude d'essayer d'être à l'heure dans nos cafés qui cogitent et qu'on a déjà un peu dépassé. Si vous êtes d'accord, on fait comme ça. Vas-y Nico. Alors, ça va être une question qui va être à la suite d'une remarque qu'on a reçue sur Facebook. Je vais la lire telle quelle. C'est Jean-Marie qui écrit face à la répression, les citoyens se pensent impuissants. Les victoires sociales, même symboliques, ne suffisent pas à mobiliser de plus en plus. Il y a une défiance du politique, justifiée peu ou prou. Régler le problème de confiance-défiance par plus de transparence et de probité, il faudrait regarder nos classes politiques en face et co-construire. Le rassemblement des progressistes permettra peut-être un jour de ne pas revenir vers des solutions toutes faites. Du coup, ça m'appelle 3 questions. C'est est-ce que cette défiance est nouvelle? Pourquoi? Et comment on recrée du lien entre citoyens et politiques, du lien de confiance? Oh, grosse question. Mais on va jusqu'à 11h30. Non, non. Okay. Non, on va essayer de faire court. 5 minutes, même pas. D'accord. Comment dire? Bon, d'une façon générale, je pense qu'il vaut mieux vivre dans une démocratie où il y a de la transparence, où il y a de l'éthique, où il y a de la probité. Je connais peu de gens qui défendraient le point de vue inverse. Toute la question, c'est de mettre ça en pratique. Après, mais je ne suis pas contre qu'on le mette en pratique, à condition qu'on n'en fasse pas quelque chose de religieux. Mais bon, je suis plutôt pour la transparence, la démocratie, la probité et l'éthique. Voilà, pour la jeunesse et la beauté. Après, est-ce que c'est des vertus? Sans aucun doute. Est-ce que ces vertus garantissent la démocratie, la justice, l'absence de discrimination? Pas du tout. Pas du tout. Elles garantissent vraisemblablement une approche plus sereine, plus éclairée, plus juste du débat politique, de la démocratie, etc. Après, ça ne supprime pas les contradictions qui existent dans une société. Ce que je veux dire par là, c'est que prenons l'exemple des sociétés nordiques, qui nous est toujours donné en exemple de transparence, d'éthique, l'éthique protestante, la probité. Et c'est vrai, hein, il y a un ministre qui se trompe de carte de crédit en Suède ou au Danemark pour aller au restaurant, il peut être amené à démissionner. Bon, mais c'est bien, c'est bien. En même temps, ça ne répond pas d'autre chose qui sont que, par exemple, ces 15 dernières années, les pays nordiques ont basculé de régimes sociodémocrates qui étaient plutôt ouverts à des régimes plutôt à droite qui ont mené campagne de manière très, très virulente contre les étrangers. Aujourd'hui, ces régimes restent transparents, moraux, éthiques, sauf qu'ils sont devenus racistes et xénophobes. Voilà. Donc, l'éthique, la transparence, c'est très, très bien, il en faut. Ça ne résume pas
ça ne résume pas ce qui nous manque le plus, c'est-à-dire le politique. Et c'est là où j'aurais peut-être un léger désaccord, en tout cas avec la formulation de notre follower sur Facebook qui dit, je n'ai pas très bien saisi, mais en gros, il dit il faut sortir des solutions toutes faites. Oui et non. Il faut sortir des solutions toutes faites, oui, dans la mesure où je pense que pour ouvrir des chemins nouveaux, il va falloir le faire avec les gens qui sont là où ils sont comme ils sont. C'est-à-dire, l'époque est terminée où on peut dire aux gens, voilà, on vous propose de faire comme ci, comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Ça, je pense que ça ne reviendra pas. En même temps, si je puis me permettre d'utiliser cette expression au président, en même temps, l'idée, quand on frappe à la porte des gens, d'avoir quelque chose à leur dire, d'avoir quelque chose à leur proposer, d'avoir une direction, un cap à leur offrir, qui n'est pas forcément tout fait, mais qui existe, ça me semble très utile et ça me semble aussi cruellement manquer aujourd'hui aux acteurs de la démocratie que nous sommes toutes et tous. Est-ce qu'on s'en tient là? Hugues, tu as fait une petite accroche sur le côté. Il est 8h moins le quart. Tu veux dire 2 mots ou... Sur la violence légitime ou Oui, voilà, illégitime? Mais c'est pareil, on pourrait faire un long débat sur cette question. Peut-être on fera un café qui cogite parce que la question mériterait peut-être un café qui cogite. Je vous conseille d'inviter Arié Halimi. Je vous conseille d'inviter Arié Halimi sur la violence et les manifestations. C'est un grand spécialiste. Paul, juste un petit mot pour dire, il y a eu un petit échange avec Fred Bourdon qui nous dit de ne pas oublier d'annoncer le prochain Café qui cogite et qui est très en relation puisque c'est autour de la question de la démocratie participative et qui aura lieu le 4 mars avec Loïc Blondiot qui est politologue et prof à Sciences Politiques et l'association Démocratie Ouverte qui a participé à la Convention sur le climat. Donc, la démocratie participative, c'est peut-être une autre façon d'aborder la question de la violence à l'envers, à voir. Voilà. Je te laisse la parole pour conclure, du coup, Paul. Bon, je ne vais pas conclure, mais en tout cas, entre l'annonce du prochain Café qui cogite et les quasi 40 personnes qui ont suivi cette soirée, la fabrique citoyenne Vitry-en-Mieux est dans une belle dynamique. Bien que nous soyons tous placés dans des difficultés dues à la situation de pandémie. Donc, tu vois, ça rejoint, Pierre, ce que tu disais. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup d'avoir fait politique avec la question des libertés et de la démocratie, parce que j'ai le sentiment que c'est ce qu'on a fait ensemble. La seule chose qu'on peut se dire, c'est au revoir et on ne se prive pas de recommencer très vite, le 4 mars. Ce sera un plaisir, avec tous mes remerciements encore. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.